Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez sur la chaîne Bismart et qui est consacrée à l'innovation et à la société numérique. Le vendredi, vous le savez, c'est un jour un peu particulier puisqu'on découvre un sujet à travers une personnalité. Aujourd'hui, mon invité est un multi-entrepreneur, investisseur, cofondateur de Ledger qui est devenue une licorne française, donc une entreprise qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Je pourrais aussi dire que c'est une nouvelle star de la télé ou encore le fondateur d'une école. On parlera donc de secrets de réussite, il va nous donner des clés de réussite, mais aussi de ses nouveaux grands projets. Ce sera la grande interview d'Éric Larchevêque dans quelques instants. Et puis Smart Tech se refermera sur Smart Space, qui est dédié cette semaine au sommet spatial européen, où se sont retrouvés les ministres européens dédiés au secteur pour une réunion informelle. Au programme, la constellation européenne, la surveillance du trafic dans l'espace et l'exploration humaine. Vous entendrez notamment Thierry Breton ou encore Bruno Le Maire, Philippe Baptiste, le président du CNES, dans cette édition spéciale. Mais tout de suite, c'est le moment de la grande interview Success Story. Donc je reçois aujourd'hui le cofondateur d'une start-up française valorisée à plus d'1,5 milliard de dollars, la licorne Ledger, qui sécuriserait 15% de toutes les crypto-monnaies dans le monde. Mais ce n'est pas son seul succès ni sa dernière aventure heureuse, loin de là. Bonjour Éric Larchevêque. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'ai fouillé un peu dans votre parcours. Oui. J'ai pas vraiment trouvé d'anicroche. Oui. Ce qui est assez rare quand même dans le monde de l'entrepreneuriat, si ce n'est que vous sembliez au départ plutôt vous prédestiner au domaine de l'informatique avec un diplôme d'ingénieur spécialisé en conception des architectures de l'information. Donc votre idée, je crois que c'était de fabriquer des ordinateurs. Tout à fait, c'est ce qui me passionnait. Oui. C'est Internet qui vous a captivé. Parce qu'en fait, j'ai été diplômé en 96 et c'est l'arrivée d'Internet en France. Et là, j'ai vu une énorme opportunité se dessiner devant moi. Et avec un ami de l'école, Laurent, on a fondé donc notre première start-up. On ne disait pas start-up, à l'époque, c'était une entreprise. Et on créait des sites Internet. Et en fait, on expliquait aux gens qu'ils avaient leur site, leur Minitel, leur 3615. Plus personne ne se rappelle de ça, mais c'était ça la grande communication de l'époque. Et on leur disait, faites des sites. Et c'est comme ça que du coup, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Donc vous démarrez dans l'entrepreneuriat avec Internet et puis ça ne vous quitte plus finalement. Exactement. En fait, une histoire a amené une autre histoire. J'ai goûté à l'entrepreneuriat, le fait vraiment d'avoir cette liberté d'entreprendre et cette passion de s'investir dans des projets. Et donc ça ne m'a plus quitté et je n'ai pas arrêté depuis. Oui. Alors, vous fondez des entreprises, mais vous les revendez aussi. Après 2 reventes d'ailleurs, vous démarrez une aventure dans la blockchain, on va dire, dans les crypto-monnaies. Oui, dans le Bitcoin à l'époque. Dans le Bitcoin, avec la maison du Bitcoin qui est devenue CoinHouse aujourd'hui. Et ensuite, c'est Ledger. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, toute cette effervescence autour pas seulement de la blockchain, mais des NFT, des spéculations qui tournent autour du NFT ? Ça montre que, effectivement, la vision que j'ai eue avec d'autres en 2013-2014, que le Bitcoin et la blockchain allaient fondamentalement apporter une révolution, était juste. On commence à en voir aujourd'hui les prémices, avec 8% des Français qui possèdent des crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans une certaine forme de démocratisation. Et la blockchain, c'est 2 révolutions. La première, c'est la révolution technologique qui permet d'avoir un système décentralisé pour échanger des valeurs sans avoir besoin d'un tiers de confiance sur le tissu Internet. Et la deuxième révolution, c'est la révolution monétaire. Avoir une monnaie dont la banque centrale est un algorithme et qui ne dépend pas justement d'un État. Et ça aussi, c'est un vrai changement de paradigme. Et ça explique pourquoi, plus de 10 ans après, cette révolution est toujours là et commence vraiment à s'étendre. Alors donc ça, vous l'aviez pressenti assez tôt, en 2014. Et comment vous voyez le marché évoluer ? Est-ce que c'est conforme à l'idée que vous vous en faisiez ? Alors, c'est difficile de faire des prédictions dans ce domaine. J'avoue que j'étais surpris par la vitesse. Moi, je pense toujours que ça va continuer de se développer et je pense que là, c'est que le début et dans 5 ans, dans 10 ans, on aura encore ces mêmes discussions en disant, vous vous rendez compte, c'est incroyable, maintenant c'est partout, etc. Mais c'est difficile de savoir à quelle vitesse. La vélocité a été assez forte. L'explosion des NFT, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. Oui. C'est qu'on arrive à une certaine maturité, finalement, de la technologie qui va aller avoir
une sorte de perméabilité vers un autre secteur. Là, c'est l'art, et les deux se rencontrent, et maintenant, les artistes peuvent vraiment monétiser leur création de façon beaucoup plus importante et facile et flexible, et c'est pour ça qu'il y a un véritable succès. Et ça crée un nouveau business model, finalement. Oui, tout le temps, ça n'arrête pas. Le NFT, est-ce que ça vous inspire peut-être d'autres aventures entrepreneuriales ? Alors, pas dans ce domaine-là. Moi, je continue d'être inspiré par l'entrepreneuriat et je vais continuer, mais j'ai déjà fait 2 belles grandes aventures dans le domaine de la crypto, de la blockchain. J'en ferai sûrement d'autres, mais j'essaye aussi de voir ailleurs. Vous diversifiez. Oui. Ok, alors d'entrepreneur, vous devenez investisseur. Les spectateurs, d'ailleurs, les téléspectateurs vous connaissent désormais comme une figure du petit écran avec l'émission Qui veut être mon associé sur M6. D'ailleurs, on a reçu sur ce plateau Anthony Bourbon qui était à vos côtés. Tout à fait. Vous êtes l'investisseur numéro 1 à l'issue de la oui, deuxième en volume, saison. on va dire, effectivement, en montant investi, oui, tout à fait. Ouais. Et on vous a même vu la larme à l'œil face à c'est un vrai, entrepreneur. Tout à fait, face à Frédéric Douin, qui venait présenter un projet finalement d'entrepreneuriat assez décalé, puisqu'il voulait trouver quelqu'un pour l'aider à sauver un patrimoine d'1 million de livres. Et j'ai été effectivement beaucoup touché par cette personne qui portait ce projet assez incroyable. Et oui, on s'est laissé emporter dans l'émotion parce que c'était l'œuvre de sa vie, et quand il a vu que ça allait pouvoir être possible, il a vraiment eu cette émotion qui a été très communicante, et on s'y attendait pas. Et c'est vrai qu'effectivement, du coup, j'ai versé ma petite larme. Et est-ce que ça se passe comme ça dans la vraie vie entre investisseurs et entrepreneurs ? Est-ce que c'est des relations aussi émotionnelles ? Alors oui, alors peut-être pas toujours. Je pense que j'ai rarement pleuré devant un pitch dans la vraie vie. Là, c'est quand même un environnement très particulier. Mais par contre, tout ce qui est dépeint dans l'émission correspond à une réalité. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite, et donc dans la vraie vie, on n'arrive pas à dealer des choses pareilles comme ça en 30 minutes, en 1 heure. Mais par contre, tout ce qui est dit, tout ce qui est échangé correspond à une vérité. On découvre les projets, on investit notre propre argent. Là, c'est pas un jeu, c'est la réalité à la télévision. Et ça permet de montrer à tout le monde, aux Français, aux téléspectateurs, que l'entrepreneuriat, finalement, se destine aussi à tout type de personnes. C'est pas juste des jeunes Parisiens qui sortent d'HEC ou d'écoles d'ingénieurs. Il y a des profils très variés, et ça célèbre un petit peu l'entrepreneuriat. Je pense que ça donne envie, et c'est ça le principal. Et c'est aussi pour ça que je fais cette émission avec grand plaisir, c'est qu'elle crée ça peut un petit peu pousser, vous pensez, des investisseurs peut-être à être un peu plus ouverts Alors, déjà, je pense que ça va pousser des gens à aux entreprendre. initiatives qui ne sont pas forcément évidentes avant. Oui, alors, ça, je ne sais pas. Je sais qu'une chose est sûre, c'est que ça pousse les entrepreneurs à y aller. Ça les motive, ça leur dit effectivement, c'est possible, je peux y arriver. Ils voient tout un tas d'histoires qui les inspirent, ils vont y aller. Est-ce que ça inspire les investisseurs ? C'est la première fois qu'on me pose cette question. Oui, c'est une bonne question. La clé, le portefeuille. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, peut-être que ça va motiver les gens à créer peut-être plus d'événements avec des pitchs, etc. Et entre vous, entre investisseurs, il y avait de la compétition ? Parfois, oui, parce qu'il y a des projets finalement qui intéressent plusieurs personnes. C'est comment l'ambiance sur le plateau ? L'ambiance est plutôt bonne. Je pense qu'il y a un respect clair entre tous les investisseurs. Mais parfois, on n'hésite pas, effectivement. On a tous des approches différentes. On ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et chacun va investir avec des critères très différents. Et donc, parfois, effectivement, ces points de vue vont se rencontrer, vont clasher un petit peu. Ou alors, on va se battre, et c'est déjà arrivé, pour obtenir l'attention d'un entrepreneur. Et c'est vrai, parfois, l'entrepreneur, c'est aussi lui c'est un peu le roi, parce qu'il va avoir le choix entre divers investisseurs, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est ça aussi qui rend du coup le programme assez intéressant. Ouais, ça fait un peu le spectacle. Peut-être qu'on se laisse emballer d'ailleurs, parce que c'est la télé, je ne sais pas. Oui, non, mais c'est un environnement très particulier, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe alors une fois que le deal a été annoncé derrière en coulisses ? C'est là où tout commence en réalité, puisque une fois que le deal, on s'est mis d'accord, il y a un devoir moral d'avancer et de faire le deal. Il y a ce qu'on appelle les due diligence. On va regarder si tout ce qui a été dit en plateau, c'est la vérité, regarder les comptes, la technologie, le produit, etc., pour voir s'il n'y a pas n'importe quoi, parce qu'on ne sait jamais, même si la production, évidemment, fait des vérifications, mais il faut quand même le faire à notre niveau. Ça va prendre un certain temps, quelques semaines, plusieurs mois parfois, et ensuite, dans l'écrasante majorité des cas, le deal va se faire. Parfois, il ne se fait pas, soit parce que finalement, on va s'apercevoir que ce qui a été dit en plateau n'est pas vrai, ou que certaines conditions finalement ne seront pas présentes, ou alors, et c'est arrivé cette année avec Bob, le lave-vaisselle, il a trouvé un autre investisseur entre-temps. Un fonds qui vous a doublé. Un fonds, exactement, et donc à la fin, tant mieux pour l'entrepreneur, parce que ce qui compte, c'est que le deal se fasse, et c'est une très belle boîte, et je suis ravi pour lui. Bon, pas de grosses mauvaises surprises alors ? Non. Sur les 2 saisons ? Non.
Bon, votre nouvelle grande aventure, c'est une école. Elle s'appelle AlgoSup. Elle veut former des développeurs informatiques. Vous l'avez installée à Vierzon. Oui. Qui est la ville de votre enfance, mais c'est là aussi où vous vivez aujourd'hui? Oui, et là aussi installé Ledger, donc toute la partie opérationnelle. Là, vous êtes dans les anciens locaux de Exactement. Ledger. AlgoSup a pris les anciens locaux de Ledger, qui a depuis construit son usine. Et Vierzon, c'est le centre de l'Europe. Hein. C'est quand même assez accessible de Paris. Alors, pourquoi Vierzon? En dehors du fait que c'est un endroit très sympa. On ne pense pas au centre de l'Europe, on ne pense pas à Vierzon. On ne pense pas à Vierzon, mais si, bientôt, vous allez voir. En fait, la plus grande difficulté d'une école, c'est de trouver suffisamment de place. Parce que quand le modèle fonctionne, il faut s'étendre et les écoles n'arrêtent pas de changer, de trouver des locaux, etc. Là, à Vierzon, il y a une grande réserve foncière. On est capable d'accueillir des élèves depuis toute l'Europe, puisque l'école est en anglais, entièrement en anglais. Donc, elle a une ouverture culturelle qui est très importante. Et donc, à Vierzon, on sait qu'on va pouvoir justement créer un grand campus européen. Alors oui, c'est ça l'idée. Hein. Là, vous avez ou vous allez poser la première pierre de ce qu'on voit. Là, ce sont des images 3D tout à fait. du futur le campus. futur campus, en fait, c'est le campus numérique qui va se situer à Vierzon dans un ancien bâtiment industriel qui s'appelle le B3, qui va accueillir AlgoSup, effectivement, à partir de la rentrée 2023, mais aussi un incubateur d'entreprise que aussi je supporte. Et On peut connaître son nom? Il s'appellera le B-Cube, parce que c'est le B3, le bâtiment, donc ce sera le B-Cube, qui va apporter des projets entrepreneuriaux à Vierzon, et qui du coup va aussi travailler avec AlgoSup, puisque donc c'est en 5 ans, et lorsque les premiers élèves sortiront, certains voudront effectivement devenir entrepreneurs, et ils trouveront tout ce dont ils ont besoin dans ce campus. Donc ça veut dire que là c'est un changement d'échelle, vous allez passer à combien d'élèves? Alors aujourd'hui on est une quarantaine d'élèves, l'objectif dans ce bâtiment c'est de passer à 300, mais ensuite de pouvoir même l'étendre et être 500 élèves à l'année 2030. Bon, sachant qu'il y a à peu près 10 000 postes ouverts, c'est ça, sur le marché pour des développeurs? Oui, alors en fait, il y a une demande incroyable pour des développeurs, donc il faut créer plus d'écoles. C'est une manière finalement de répondre à cette problématique, c'est d'en former plus. Et surtout, vous avez du mal à les trouver, les étudiants? Oui, alors c'est pas évident de trouver finalement des étudiants, surtout par exemple des femmes, puisque une des grandes problématiques de l'informatique, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, même dans l'école d'ingénieurs, etc. Et donc, on essaye d'avoir une parité. L'objectif, c'est 50%. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'y est pas. On doit être à peu près à 15% malgré tous nos efforts. Mais justement, dans le recrutement des élèves, on essaye d'élargir et d'aller voir des personnes qui vont plutôt avoir un esprit créatif, pas forcément geek, et des gens qui se sont jamais posé la question. Comment vous le faites concrètement, ça, pour aller chercher les profils créatifs? Alors, on a pour recruter dans l'école et faire passer un test, on a une approche un petit peu originale qui est de jouer un jeu vidéo. En fait, peut-être que vous ne savez même pas si vous pouvez être développeur ou développeuse, parce que vous n'avez pas été dans cette culture, vous n'êtes jamais posé la question. Et nous, on vous propose de jouer un jeu vidéo assez simple. Alors, on a des images de ce jeu. Exactement. Donc, ça ressemble à un jeu qu'on pourrait trouver sur un téléphone. Donc, c'est un jeu assez simple, mais qui demande de la réflexion. Et on va vous demander de jouer à ce jeu. Mais c'est ça, le jeu, là. Oui, c'est un jeu de logique. Donc, c'est évidemment, c'est un jeu qui va vous faire réfléchir. En fait, vous poussez des flèches et les éliminer. Des flèches, voilà, vous allez comprendre en fait les règles en jouant, et on va voir si vous avez cet état d'esprit finalement de pouvoir interpréter un certain nombre, de pouvoir comprendre une problématique et le résoudre par morceaux, d'avoir une certaine séquence de logique. Et à l'issue d'une trentaine de minutes de jeu minimum, parce qu'il faut aussi avoir la patience de jouer pendant au moins 30 minutes, voire plus, il va y avoir un diagnostic qui va être fait et on va être capable de vous dire si vous avez cet état d'esprit pour devenir développeur ou développeuse. C'est intéressant les 30 minutes, parce que moi je me suis entraînée avant l'interview. J'ai eu l'impression d'avoir tout de suite compris, mais je ne suis pas sûre d'être restée 30 minutes devant. Oui, justement, parce que la patience, en fait, la concentration fait partie aussi du test. Bon, donc l'ambition, c'est d'arriver à 500 élèves avec 50% de jeunes filles, si possible. Vous avez commencé à l'évoquer, le cursus, c'est donc 5 ans. 5 ans, c'est long. 5 ans, c'est long, oui. C'est le temps qu'il faut pour former un développeur. Et qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Parce que quand on est une école de développeurs, c'est quoi? On découvre des langages informatiques? Alors, on découvre beaucoup de choses. Il y a aussi ce qu'on appelle les soft skills, le savoir-être, qui permettent d'être opérationnel en entreprise et de comprendre le monde de l'entreprise. À AlgoSup, on souhaite que, finalement, le choc culturel se fasse quand on arrive dans l'école,
et pas quand on arrive dans l'entreprise. Parce que souvent, en école d'informatique ou toute autre école, on a une manière de voir les choses et de travailler qui fait que lorsqu'on arrive dans le monde de l'entreprise, c'est le choc, on perd tous ses repères. Là, il faut faire de l'alternance alors. Alors, l'alternance, c'est une solution, tout à fait, mais nous, une approche différente avec l'enseignement de ce savoir-être qui permet de comprendre le mode projet, comprendre l'entreprise, aussi comprendre l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? Des cours d'entrepreneuriat, parce que ça, c'est important. Il y a, par exemple, comprendre et construire sa confiance en soi. Ça, ce sont des éléments importants. En fait, sur une semaine de 5 jours, il va y avoir 2 semaines pratiques, c'est du mode projet, où là, on va apprendre finalement en pratiquant avec des experts qui viennent du monde entier. On va avoir un jour de théorique, parce que ça, c'est quand même nécessaire, un jour de soft skills, donc ce savoir-être, et un jour d'anglais, parce qu'on ne demande pas à nos élèves d'être bilingues quand ils rentrent, ils vont être bilingues quand ils sortent, mais on va leur apprendre l'anglais. Et à la fin, c'est un diplôme... Donc tout est en anglais, vous avez dit, hein ? Tout est en anglais. Tout est en anglais. Le français n'existe pas dans l'école. Bien sûr, au début, les entretiens se font en français, parce qu'on ne demande pas d'être bilingue. Et ensuite, donc, il y a un titre qui est reconnu par l'État, Registre national des certifications professionnelles. Donc, c'est un titre d'architecte Internet des objets qu'on peut obtenir en 5 ans. Donc, il faut avoir le bac pour entrer à l'école. C'est tout ce qu'on demande. Et évidemment, passer le test, avoir un entretien pour comprendre les motivations des parents, éventuellement, être sûr que chacun soit aligné. On peut aussi, après un BTS, par exemple, ou un bac plus 2, rentrer dans l'école pour se réorienter. Donc là, ça devrait se faire en 3 ans. Mais à la fin, c'est un arbre de 50 compétences que l'on doit acquérir, 50 000 points que l'on doit avoir pour pouvoir être diplômé, avoir ce diplôme. Je peux avoir ces 50 000 points en une année ? Alors, ça va être très difficile. Non, c'est pas possible. On peut peut-être les avoir en 4 ans. D'accord. Donc, en fait, les 5 ans, c'est pas forcément une fatalité, je dirais. Parce qu'il n'y a pas une notion de promo année 1, année 2, année 3. En fait, on va avancer un petit peu à son rythme, par groupe de niveau. Et il y aura un certain choix. Alors, tout n'est pas à la carte, mais on va pouvoir quand même orienter un petit peu ces choix dans les enseignements. Et donc, on va pouvoir avancer, finalement... à son rythme, et à la fin, on a ce diplôme avec ces 50 000 points, donc on peut effectivement aller Et à la fin, on a quel type de job alors ? Alors, on peut, tout job de développeur, on forme des développeurs généralistes, et l'intérêt, c'est que quand on choisit ce métier, c'est qu'on choisit de ne pas choisir. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir une vocation particulière, parce que souvent on ne sait pas ce qu'on veut faire quand on sera grand, entre guillemets. On ne sait pas dans quel secteur on veut aller. Quand on est développeur, on peut aller absolument partout et choisir son secteur par la suite. Donc ce sont des postes de développeurs. On peut espérer... Aujourd'hui, en fait, c'est des postes qui ont une rémunération de 45 000 à 50 000 euros à l'année. Donc, c'est des bons postes. Et on pense que d'ici quelques années, ça va continuer de monter parce que la pression sur le recrutement est absolument incroyable. Ledger recrute des centaines de développeurs et on n'est pas les seuls. Il y a de plus en plus de licornes. Donc, de plus en plus de demandes pour des développeurs. Donc, c'est certain que cette formation a des débouchés forcément assez importants. Bon, ça peut être un point qui peut peut-être intéresser les jeunes filles, voilà, de savoir que c'est finalement un nouveau langage qu'on apprend, mais qui ouvre toutes les portes, d'autant plus si c'est une école dont on ressort bilingue. Oui. Ça veut dire qu'on pourra bosser partout aussi en Europe. Il y a énormément de besoins. Ouais. Alors, si on revient justement sur le numérique, la place que ça prend aujourd'hui dans la société, on a vu Ledger, donc, que vous avez cofondé, là, ouvrir les portes aux candidats à la présidentielle. Et notamment, je crois que c'était cette semaine ou il y a quelques jours, c'est Zemmour qui est passé, qui a découvert... oui, et Gaspard Koenig aussi. L'antre, mais pour l'instant, on n'a pas vu les gros candidats. Alors, il y a effectivement... Aussi ça vous semble une démarche intéressante ? Alors, il est important de placer la crypto-monnaie, la cybersécurité au cœur du débat de la présidentielle. Aujourd'hui, 8% des Français possèdent des crypto-monnaies. Je pense que 23% des Français, selon un sondage, s'intéressent à ce qu'a dire le futur candidat, enfin le futur président sur la fiscalité des crypto-monnaies, comment ça va être régulé, etc. Donc, c'est, d'une manière générale, les crypto-monnaies et aussi le numérique se placent clairement au cœur du débat. Et l'ambition de Ledger, c'est d'interroger les candidats, de les faire venir, de leur faire découvrir ce que l'on fait et qu'ils puissent se positionner et donc à aider les votants à pouvoir se positionner. Première étape, effectivement, c'est déjà de comprendre. De comprendre, exactement. Donc c'est l'objectif. Donc c'est un objectif républicain de faire venir l'ensemble des candidats. Tout le monde a été invité et on espère que tous viendront puisque l'objectif c'est de faire ça pour le plus grand nombre. Alors, vous, je l'ai dit, vous êtes une success story en soi. Vous créez, vous cofondez, vous levez des fonds, des millions de dollars, vous revendez. Ça s'est à peu près toujours bien passé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme clé de réussite ?
Alors pour moi, il y en a deux qui sont très importantes. La première, elle est assez évidente pour un entrepreneur, c'est la résilience. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Il faut vraiment se battre. C'est un travail qui est gigantesque. Alors on le fait avec plaisir parce que comme on porte son projet, on compte pas ses heures et donc on a cette énergie qui nous permet d'avancer. Mais on va s'en prendre plein la figure et il faut savoir se relever parce que effectivement, on peut voir que les succès, mais avant d'arriver au succès, il y a des mini-échecs à l'intérieur, etc. Ouais. Je veux dire, pour Ledger, par exemple, ça n'a pas toujours été facile. Donc il faut aussi savoir où est-ce qu'on veut aller, ne pas se laisser influencer. Combien de fois on nous a dit Ledger, arrêtez ce que vous faites autre chose, etc. Ça ne marchera jamais. Enfin bref. Donc la résilience, c'est une clé très très importante. Et la deuxième, c'est savoir s'entourer. Alors ça, c'est un des éléments fondateurs de la réussite en ce qui me concerne, c'est de trouver les bonnes personnes. Ledger, on était 8 au démarrage. Moi, j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Donc Ledger, c'est avant tout une histoire de cofondateurs, de trouver les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et dans toutes les réussites que j'ai, toutes les entreprises qui ont réussi, que j'ai pu fonder, j'ai toujours trouvé les bons associés et ensuite fait les bons recrutements. Parce qu'on ne peut pas arriver seul et donc il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance, il faut savoir donner sa confiance. Et savoir céder sa place aussi à un moment pour laisser l'entreprise s'envoler. Exactement, c'est ce que j'ai fait avec Ledger, je l'ai dirigé pendant 5 ans. Ledger, au début, on était 10, une vingtaine, ensuite 50, ensuite 100. Aujourd'hui, Ledger, c'est 300, bientôt 500, bientôt 1000. C'est pas du tout la même entreprise et je pense que c'est pas forcément le même type de dirigeant dont on a besoin. Un fondateur peut être le CEO, le dirigeant de son entreprise, peut-être jusqu'à un certain montant. En fait, ça dépend des gens. Il faut savoir regarder ses limites, les comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai cédé ma place à Pascal Gauthier, qui est aujourd'hui le CEO, le tout directeur, en restant au conseil d'administration. Tout en restant évidemment au board. Oui. Bon, je dois dire, vous n'êtes pas très avare, et ça, c'est chouette. En conseil, on peut vous suivre sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où vous répondez facilement. Oui, j'essaye de partager un petit peu, faire tes retours d'expérience. Et ça, c'est vraiment sympa. On termine avec le format Interview Express. On n'a plus beaucoup de temps, mais je vais quand même vous poser quelques questions. Je commence par vos rêves. Alors, mes rêves, je les ai beaucoup réalisés déjà, mais aujourd'hui, le rêve, c'est la slow life. En fait, j'habite aujourd'hui à la campagne, dans la forêt, et donc je coupe du bois. Enfin, j'ai des activités beaucoup plus relaxantes, et là, je vis en fait ce rêve de relaxation et de vie beaucoup plus saine. Est-ce que vous avez des angoisses ? Des choses qui vous font peur ? Les choses qui me font peur, je pense qu'en fait, c'est de ne plus avoir de projet. De se dire mais qu'est-ce que je vais faire parce que même quand je coupe du bois, j'ai toujours mes projets, mes volontés, et je pense que j'ai jamais été autant malheureux que quand je n'avais pas de projet. Je vends une entreprise. Vous savez par exemple où vous serez dans 5 ans ? Non, alors absolument pas. C'est-à-dire, peut-être une vague idée évidemment, mais à un moment on peut se laisser emporter par une idée, un projet, et tout peut changer. Et donc je reste de toute façon très très ouvert. Moi, j'ai pas de filtre et je reste à l'écoute de toutes les opportunités. Merci beaucoup, Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger et cofondateur de l'école Algo Sup, où on invite tous ceux qui veulent être développeurs et développeuses à s'inscrire. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le rendez-vous dans l'espace sur le sommet européen du spatial. Et moi, je vous retrouve évidemment dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. L'Europe est un grand continent spatial. C'est une aventure que nous poursuivons depuis des décennies, qui a fait rêver des générations, dans laquelle nous portons une excellence avec de nouveaux défis. Car c'est là aussi un champ qui est en train complètement de se transformer en termes de recherche, en termes d'industrie, en termes d'innovation. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Vous venez d'entendre le président de la République, Emmanuel Macron, qui était ce mercredi au sommet du spatial à Toulouse. Tous les ministres européens dédiés à l'espace étaient présents, se sont réunis lors de ce sommet du spatial organisé par la France, une assemblée menée par la France et par Bruno Le Maire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. L'occasion pour le ministre français d'endosser également le rôle et la coprésidence française de l'Agence spatiale européenne aux côtés du Portugal. Thierry Breton, le président de la Commission européenne, est venu plaider pour les projets à la fois de constellation de communication sécurisée et aussi de gestion du trafic des satellites dans l'espace, un projet pour lequel il a besoin évidemment de l'aval de tous les ministres de la Commission européenne et de l'Union européenne. Une journée marquée par le discours du président de la République qui insiste pour que l'Europe œuvre pour sa propre souveraineté en matière d'espace. Bismart y était et nous avons rencontré pour vous les acteurs qui ont participé à cette journée cruciale pour le secteur spatial.
Alors oui, le projet de constellation de communication européenne sécurisée va prendre forme. Il est officiellement lancé. Tous les ministres se sont accordés sur leur volonté commune de mettre au point cette constellation européenne qui s'inscrira dans une réflexion plus large d'une régulation du trafic spatial que l'on appelle STM pour Space Traffic Management. Je vous propose d'écouter Thierry Breton derrière la caméra de Soisic Ollier. Oui, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que, effectivement, l'ensemble des ministres de l'espace de l'Union européenne étaient réunis sous la présidence française. C'est Bruno Le Maire qui présidait, évidemment, cette réunion, à laquelle j'assistais en tant que commissaire à l'espace, puisque ça fait partie aussi de mon portefeuille. Vous savez que c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Je travaille depuis de très nombreux mois. On a du reste présenté l'intégralité du projet de constellation hier, adopté à l'unanimité par le collège de la Commission, et donc présenté dès ce matin à l'ensemble des ministres. Et je peux vous dire que oui, il y a eu une unanimité pour soutenir le projet, donc c'est un grand jour. Alors, il est question de réguler le trafic des satellites aujourd'hui. Est-ce que la constellation va s'inscrire dans cette régulation? Est-ce que vous avez pu préparer une première ébauche de cette régulation, de ce qu'on appelle les STM aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. Dans le paquet spatial, comme on dit dans notre jargon, que j'ai présenté hier au nom de la Commission, il y a effectivement le volet constellation donc, et de connectivité qui va offrir donc, je dirais 3 services plus 1. D'abord, c'est évidemment de la connectivité partout en Europe, large bande. Deuxièmement, d'avoir des communications sécurisées, hyper sécurisées, y compris en utilisant les cryptologies quantiques pour l'ensemble donc, des gouvernements européens, mais aussi de nos armées. Troisièmement, permettre également d'avoir de la redondance. On a vu pendant la crise que nos réseaux terrestres, même en fibre, peuvent tomber parce que il y a trop de charges ou parce qu'il y a des attaques et des cyberattaques, on en a tous les jours. Et puis quatrièmement, comme il s'agit d'une constellation de petits satellites, dits LEO, en orbite basse, entre 400 et 450 km, donc ce sont des satellites nord-sud et donc qui vont permettre d'avoir sur 4 fuseaux horaires, donc ils couvrent l'intégralité du continent européen, mais également dans leur parcours, ils vont couvrir l'intégralité du continent africain. Donc c'est un point très important qui a été souligné avec beaucoup d'intérêt par le président de l'Union européenne en exercice, Emmanuel Macron, tout à l'heure, en se félicitant et en soutenant, je crois, très fortement, il l'a montré, ce projet de constellation, y compris dans sa dimension géopolitique, puisqu'elle va permettre d'offrir à l'ensemble de nos amis africains de la connectivité dont ils ont tant besoin. Dans le cadre de tous ces projets de constellation, on parle de quoi? D'un modèle PPP, c'est-à-dire privé-public. C'est ça l'idée, c'est de reproduire un petit peu le modèle américain pour faire éclore ces écosystèmes du New Space qui travailleront avec des acteurs historiques. Alors sur ce volet effectivement de la constellation en orbite basse, c'est effectivement ce type de modèle. C'est un projet que nous avons évalué à peu près à 6 milliards d'euros, un peu plus d'un tiers donc, qui est à la charge de la Commission. J'ai moi-même mis 2,4 milliards sur la table, donc c'est beaucoup. Et donc on augmente très significativement le budget spatial parce que tout ceci ne se fait évidemment pas au détriment d'autres projets, c'est en complément. Et donc là on va financer plutôt toutes les infrastructures qui sont les infrastructures souveraines évidemment. Il y a ensuite évidemment un tiers qui reviendra aux États membres, beaucoup se sont portés volontaires et encore ce matin. Et puis il y aura un tiers, donc à peu près 2 milliards, peut-être un peu moins, qui sera donc dévolu aux entrepreneurs et donc aux partenaires privés. Un autre volet sur lequel je souhaite dire un petit mot, c'est évidemment tout ce qui concerne le Space Traffic Management, le STM, donc qui fait partie du deuxième partie du paquet espace que j'ai présenté hier à la Commission et qui a été discuté abondamment également ce matin par l'ensemble des ministres de l'espace, avec un soutien encore plein et entier, donc de se donner les moyens désormais de mieux contrôler d'abord cet espace contesté, enfin on appelle ça cet espace contesté, c'est un espace qui appartient à tout le monde bien sûr, mais dont on voit qu'il fait partie aussi de notre souveraineté, de notre autonomie, de notre indépendance. Alors ma dernière question, est-ce qu'il sera question de créer un organisme de régulation? À qui reviendra cette responsabilité? C'est trop tôt pour le dire, là on va maintenant se mettre autour de la table, travailler ensemble, voir d'abord ce que l'on peut faire pour suivre d'un point de vue technologique, technique. Il y a beaucoup de choses à faire, je le disais, le suivi, j'allais dire objet par objet, de leur propre orbite pour mieux anticiper ce qui va se passer, éviter qu'un satellite que l'on lancerait puisse traverser la trajectoire d'un de ces débris. Pour ça, on a de belles startups qui savent. Donc on a des startups qui savent faire tout ça. Le New Space va beaucoup nous aider. Le calcul aussi à haute performance va nous aider parce qu'il faut des supercalculateurs pour ça, des algorithmes très performants, de l'intelligence artificielle. Et puis derrière, évidemment, on verra ensuite comment on fait pour
pour aller un peu plus loin et commencer à réfléchir à des normes. Mais on s'est donné un petit peu de temps pour ça parce qu'il faut vraiment faire les choses étape par étape. D'abord, la première étape, c'est que l'Europe soit une très grande puissance spatiale, la deuxième puissance spatiale mondiale, doit avoir sa propre philosophie, sa propre politique en matière de gestion des débris, pour pouvoir parler évidemment d'égal à égal avec les autres puissances spatiales. Et je pense en particulier à nos alliés américains. On en parle beaucoup avec eux du reste, mais aussi aux Chinois. Et puis j'espère que lorsque les choses iront peut-être mieux avec la Russie. Si l'espace est un bien commun de l'humanité, les pratiques en matière notamment de défense spatiale doivent être régulées. Une question qu'on a pu aborder avec Bruno Le Maire avant de revenir sur l'importance d'une souveraineté européenne en matière de secteur spatial. Pour le ministre, pas de souveraineté sans constellation ni compétitivité dans le domaine des lanceurs. Écoutez. L'un des grands thèmes aujourd'hui abordés, c'était la défense spatiale. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment avec l'exemple du tir de la Russie anti-satellite. Emmanuel Macron en a parlé aujourd'hui. Il était question de réguler les pratiques en matière de défense spatiale. Est-ce que ça a été fait ce matin? Est-ce qu'il y a eu une première ébauche de régulation? Alors on en parle cet après-midi. Il y aura effectivement une régulation européenne. Les 27 États européens ils sont totalement convaincus que l'espace ne doit pas être le Far West. Donc il faut des règles d'utilisation, des règles de récupération des débris et des règles de non-agression. Toute la difficulté maintenant, c'est de faire en sorte que cette régulation ne s'impose pas qu'aux Européens, mais aussi aux Chinois, aux Russes, aux Américains, à tous les autres acteurs spatiaux. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est avoir des règles pour l'espace qui soient des règles mondiales et pas uniquement des règles européennes. Qu'il faut faire appliquer à tout le monde. Vous voyez bien qu'on ne peut pas accepter que des satellites puissent être détruits de manière offensive. On ne peut pas accepter non plus, c'est un des vrais sujets, que l'espace devienne un dépotoir avec des milliers et des milliers de débris. Aujourd'hui, dans les satellites qui sont en activité, vous en avez 4000 qui sont en activité, vous en avez 6000 qui continuent à tourner autour de la Terre et qui, eux, ne sont plus en activité. Donc, est-ce qu'on récupère les satellites qui ne fonctionnent plus? Comment est-ce qu'on évite qu'il y ait des déchets dans l'espace? Comment on évite de transformer l'espace en poubelle? Ça, c'est un des vrais sujets. Il n'y a que les Européens qui défendent ces idées-là. Donc, il faut qu'on soit très offensif pour que l'espace soit respecté. Il était question aussi de cette constellation européenne de satellites pour une communication sécurisée, une connectivité sécurisée et donc un enjeu de souveraineté. L'idée, c'était de convaincre tout le monde de travailler à l'unisson pour valider ce projet de constellation. Est-ce qu'il y a eu des récalcitrants? Est-ce qu'on avance tous dans le même sens en Europe aujourd'hui? On avance et je pense que c'est le principal résultat de cette réunion de Toulouse. Il y a aujourd'hui un accord à 27 pour faire une constellation qui va nous garantir que sur la connectivité, nous serons effectivement totalement indépendants des Chinois, des Russes, des Américains, totalement indépendants. Ce qui veut dire que pour les véhicules connectés, pour les véhicules autonomes, pour l'Internet à très haut débit, sur les trains, sur les avions, sur les bateaux, l'Europe aura son propre signal et son propre réseau. Vous deviez aborder le sujet des lanceurs. Est-ce que c'est fait et qu'est-ce que ça donne? Alors, les lanceurs, c'est un sujet qu'on a traité avec nos partenaires allemands, nos partenaires italiens. C'est les principaux partenaires de la France en matière de lanceurs. Et nous avons un accord qui est très important, qui repose sur quelques idées simples. Un, la préférence européenne. Si on fait des lanceurs, que ce soit des petits ou des gros lanceurs, c'est pour lancer nos satellites. Donc nos satellites, on ne va pas les lancer, pour être clair, avec SpaceX ou avec des lanceurs américains ou russes. On va les lancer avec les lanceurs européens. C'est une des premières applications de la préférence européenne. Ensuite, on ne se livre pas de compétition inutile sur des blocs technologiques qui sont très coûteux. Je pense par exemple aux moteurs. Sur les moteurs, on fait du partenariat, on ne fait pas de la compétition. En revanche, pour tout ce qui est plus prometteur pour l'avenir, les micro-lanceurs par exemple, là on peut envisager qu'il y ait une compétition entre Allemands, Français, Italiens, puis que le meilleur gagne. Celui qui a la meilleure technologie, qui a le meilleur objet à proposer, c'est lui qui gagnera la partie. Le fil rouge de cette journée, c'est la souveraineté. La souveraineté passera peut-être par des projets de vol habité européen ou d'exploration robotique européenne. Il y a un véritable enjeu industriel et économique derrière ces sujets pour la France. D'abord, vous avez raison, le vrai fil rouge, c'est la souveraineté, l'indépendance. On ne veut pas dépendre des satellites et des lanceurs chinois, américains ou russes. Nous voulons avoir notre propre matériel, nos propres constellations, nos propres signaux. Et c'est vraiment très important, je le dis, pour des questions de défense, pour des questions économiques et pour notre vie quotidienne.
Ensuite, sur l'exploration, les vols habités, là, on est encore au stade de la discussion. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est moins utile, tout ça est extrêmement coûteux. Donc il faut garder une part de rêve, il faut garder une part de conquête, mais il faut savoir quand on fait une conquête à peu près où on va. Oui. Donc on en discute cet après-midi, on écoute les scientifiques, on écoute les astronautes, on écoute les États, on écoute la Commission, et au fil des mois, je pense qu'on va clarifier un peu les projets d'exploration européens. Il y a une urgence, hein. Si on ne lance pas le projet pour les ministériels, il faudra encore attendre 3 ans. Vous avez raison, nous voulons lancer des projets, mais on a encore quelques mois pour y réfléchir. Je pense que ça vaut le coup, on l'a fait sur les lanceurs, on l'a fait sur les constellations, de se donner le temps d'avoir une évaluation très précise et puis décider sur la base d'éléments scientifiques très solides. Dernière question, beaucoup d'engagements, en tout cas de volontés politiques qui sont exprimées aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'inquiéter du suivi de ces promesses en termes d'exploration spatiale ou de business spatial compte tenu des élections présidentielles qui approchent? Est-ce que tous les projets qui sont évoqués ici vont être menés à bien? Je le souhaite. D'abord, moi je souhaite la réélection d'Emmanuel Macron, donc ça garantira de la continuité sur les projets spatiaux, que ce soit sur les lanceurs, sur les satellites ou sur la constellation. Et en tout état de cause, je considère que sur les politiques qui sont aussi stratégiques, il faut évidemment de la continuité et que les choix qui ont été actés à 27 aujourd'hui soient maintenus. Nous avons fait aujourd'hui un choix majeur. L'Europe aura sa propre constellation pour avoir de l'Internet à très haut débit partout à travers le monde de manière indépendante. Je pense que c'est des choix sur lesquels on ne revient pas facilement. Visons-nous la Lune? C'est la question qu'a posée Emmanuel Macron dans son discours mercredi. Le président de la République a mis sur le devant de la scène les ambitions françaises en matière de vol habité européen. Un groupe d'experts va d'ailleurs être réuni par Bercy pour mettre sur pied un premier projet à présenter ensuite au ministériel 2022 qui se tiendront à Paris en novembre. Un projet qui pourrait porter de nombreuses opportunités industrielles. Exemple avec Hélène Huby, fondatrice de The Exploration Company, qui veut mettre au point un atterrisseur lunaire. L'exploration est un objectif de souveraineté, il n'y a pas que ça. C'est les technologies qui ont un impact sur Terre après très important. Quand il s'agit d'aller construire des rovers, des landers pour la Lune, on parle de frugalité, on parle d'autonomie, c'est exactement les besoins qu'on a pour l'aviation, pour la voiture. Quand on veut faire grandir des plantes sur la Lune, c'est avec très peu d'eau, très peu d'électricité, c'est des très hauts rendements qu'il faut avoir, c'est le même problème qu'on a pour l'agriculture raisonnée, etc. Donc il y a un aspect technologie boomerang sur la Terre, il y a un aspect nouveau marché. Quand on parle des ressources spatiales et de refueler les véhicules en orbite, etc., si c'est que les entreprises américaines et chinoises qui vont s'emparer de ces marchés, ce ne sera pas extrêmement bon pour nos entreprises. Et puis un aspect de leadership. Et historiquement, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine politique, géostratégique, ceux qui ont exploré sont devenus des leaders. Donc si l'Europe veut garder sa place de leadership, il faut qu'elle explore. C'est vraiment très basique, très simple. Et le point, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de décideurs pensent que l'exploration spatiale coûte cher. Et c'est l'un des messages clés que j'ai essayé de faire passer au déjeuner. C'est qu'on n'est pas du tout sur les ordres de grandeur de la mission Apollo. On est sur des ordres de grandeur de quelques centaines de millions par an. Donc des choses que l'Europe sait faire, a déjà fait par le passé. Et c'est bien ça qu'il faut se mettre en tête. Donc aujourd'hui, la décision politique ou l'ambition politique qui doit être posée, à mon sens, c'est une obligation de vol habité. Oui. Il faut proposer un projet ministériel, et je pense plus qu'un projet, parce que quand on regarde la façon dont la NASA fonctionne, elle a posé, en coopération avec les politiques américains, une ambition. Donc c'est se dire, nous voulons aller par nos propres moyens, en orbite basse, à telle date, et avec telles exigences de qualité de service. Et nous voulons aller sur la Lune, à telle date, et avec telle exigence de qualité de service. Je ne suis pas sûre qu'il faille proposer un programme. Parce qu'un programme européen, c'est quelque chose qui est lent, c'est quelque chose qui risque de coûter beaucoup d'argent. Et la façon dont fonctionnent les agences aujourd'hui, c'est de mettre en compétition les acteurs de l'industrie par rapport à une ambition qui est posée. Et l'important, c'est pas de mettre des gros sous, c'est de poser cette ambition et de démarrer avec frugalité pour qu'on y aille, quoi. Lancer un projet de vol habité européen, une ambition colossale qui va demander beaucoup d'organisation, de coordination et qui va aussi demander un budget. Mais il y a un calendrier français, celui des élections présidentielles. Est-ce que lorsque les cartes du gouvernement seront rebattues, les projets seront toujours portés jusqu'à leur finalité? On a posé la question à Philippe Baptiste, le président du CNES, l'agence spatiale française. On l'écoute.
Je suis très très heureux d'avoir entendu ce discours parce que je pense que c'est un sujet qui a été fermé en Europe pendant de très nombreuses décennies. Notamment suite au projet Hermès qui n'a pas fonctionné. Bien sûr, avec la fin d'Hermès qui est arrivée, alors qui n'a pas fonctionné parce que d'abord c'était aussi la fin de la navette américaine. On s'est rendu compte que la piste qu'on avait engagée n'était peut-être pas la bonne et donc effectivement on a arrêté. Et on a bien vécu sur l'Europe, sur ces questions de vol habité, en partenariat avec les Russes, avec les Américains, un partenariat intéressant parce que ça veut dire que quelque part, ce qu'on faisait, c'était quoi? On amenait de la techno à nos amis américains, on amenait un module, ou on amenait de la technologie ou des expériences, en échange, quelque part, ils nous embarquaient des astronautes. Et c'était un bon deal, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur l'ISS, et c'était intéressant. Ouais. Aujourd'hui, il faut y aller tout seul. Mais pourquoi? Parce que demain, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Demain, l'ISS, il n'y en aura plus parce que c'est la fin de vie de l'ISS. Ouais, 2030. Voilà, donc les prochaines stations, elles vont être essentiellement privées. Ouais. Ce qu'elles vont nous demander, c'est quoi? Elles ne vont pas nous demander une contribution en nature, elles vont nous demander de faire un chèque. Et c'est quoi l'intérêt pour l'Europe de faire ça? Il n'y en a aucun. Ouais. Donc on voit bien qu'on a un enjeu, c'est un des enjeux. Hein. Ouais, il y a plusieurs grands enjeux pour faire ça, mais c'est un des enjeux. C'est l'enjeu aussi que simplement le marché se développe. Tous les grands pays aujourd'hui y vont. Il faut que l'Europe y aille. Et vous avez senti une cohésion, une vraie volonté de tous les pays qui étaient présents aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas décidé, on n'a pas dit demain matin on y va. Ce qu'on a dit, c'est qu'on ouvrait le sujet. Et ça, c'est très important. C'est crucial, c'est le moment de le faire. C'est le moment. C'est-à-dire que c'est le moment d'ouvrir le sujet et de regarder les coûts, les bénéfices, les enjeux scientifiques, techniques, économiques, comment on peut le faire avec les industriels, avec le New Space, de combien d'argent on parle? Est-ce qu'on parle de quelques milliards d'euros ou de centaines de milliards d'euros? Moi, je suis convaincu qu'avec la baisse des coûts et avec justement tout le New Space, c'est plus des centaines de milliards d'euros dont on parle. On parle de quelques milliards d'euros. Et c'est pour ça qu'en fait qu'on va y aller. Ouais. Enfin, ça, c'est ma conviction personnelle. On parle d'une échéance autour de juin pour relancer les discussions, préparer un projet. Entre-temps, il y a les élections présidentielles. Est-ce que ça vous inquiète en tant que président du CNES? En France, effectivement. Mais c'est la France quand même, aujourd'hui, on l'a compris, qui porte cette impulsion. Alors, c'est pas que la France. Il y a plusieurs pays qui sont quand même très moteurs sur ce sujet-là. Donc ça vous inquiète pas que les élections présidentielles? Moi, je suis persuadé que c'est un sujet qui nous dépasse tous. Et donc, voilà. Et puis là, de toute façon, il y a une instruction qui doit se faire au niveau européen sur justement identifier ces grandes questions. La fin de l'été, c'est bien parce que ça veut dire que ça nous laissera le temps de réfléchir pour la prochaine conférence ministérielle de l'ESA. En novembre 2022. Voilà qui conclut cette émission spéciale dédiée au sommet du Spatial 2022. Le premier sommet organisé en France, mais pas le dernier, a promis Bruno Le Maire. Un sommet 2023 sera organisé en France l'année prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette émission spéciale. Un grand rendez-vous espace assez inédit dédié au secteur spatial aujourd'hui, à ce sommet organisé mercredi à Toulouse. On se retrouve très vite sur Bismart.